Bonjour, je voudrais reposer le problème de l'épistémologie de la psychologie de Diel. Le problème épistémologique, c'est arriver à comprendre, définir ou s'intéresser au fait que la psychologie de Paul Diel peut s'exprimer sous forme d'une science. Alors, on va reprendre cet aspect pour comprendre comment bâtir une science. Pour bâtir une science, ça se fait au fur et à mesure. Ça se fait pas. C'est comme une démonstration en mathématiques. On a des intuitions, on commence à poser un schéma de démonstration. Et une fois que c'est terminé, qu'on a compris comment on va faire pour démontrer et trouver la solution du problème mathématique, on l'organise de façon plus structurée, logique, pour donner un produit final qui sera implacable. Eh bien, pour la science, c'est un peu la même chose. On tâtonne, on avance, on repart, et puis petit à petit, on revient sur ce qu'on a commencé à écrire, à formuler, pour dire, mais est-ce que là, c'est vraiment l'axiome initial? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de précédent? Est-ce que vraiment les axiomes sont indépendants les uns des autres? Au début, on part d'une intuition. L'intuition dont parle Diel, c'est vrai, on peut pas dissocier l'intuition de la science parce que les connexions analogiques se font dans notre cerveau et on n'est pas un ordinateur, on n'est pas linéaire, et pourtant, pour se rassurer, on a besoin d'un enchaînement logique qui qui va se mettre en place. Cet enchaînement logique, la démonstration une fois faite, devient évidente. Alors, cette évidence va réveiller l'émotion des gens qui vont lire. Mais attention à ne pas tomber dans le dogme, c'est-à-dire de s'attacher uniquement au à la formulation, au formalisme, et de voir la science sous la forme d'un enchaînement de propositions logiques. Ce qu'il reste d'une démonstration, c'est un aspect effectivement logique et implacable. Ce qui fait la force qui fait que ça devient rassurant pour nous. Mais il faut bien comprendre que c'est un résultat et le résultat d'une intuition initiale. Donc, vous voyez ce paradoxe entre la nécessité d'avoir un raisonnement à la fois intuitif, mais donc intuitif pas forcément rigoureux, qui va devenir rigoureux grâce à une méthode qui, elle, va transformer cette intuition en démonstration logique. Et voilà comment l'ensemble va s'articuler. Les axiomes pour Aristote sont des principes premiers indémontrables que je vais essayer d'exprimer pour la psychologie de la motivation. Alors, l'axiome aristotélicien doit être vrai, c'est-à-dire il doit correspondre à une réalité,
il doit être premier, c'est-à-dire indémontrable dans l'ordre logique, il doit être immédiat, c'est-à-dire évident par lui-même, il doit être, il va être plus connu que les conclusions qu'il fonde, c'est-à-dire que l'axiome est tellement évident et tellement fort que bien sûr il va y avoir des conséquences, et c'est ça qu'il faut faire très attention, auquel il faut faire très attention dans la pensée de Diel, c'est que il a ce côté intuitif, il pose dans ses livres l'essentiel, si vous voulez, des principes qu'il va développer, et en ce faisant, eh bien, on oublie les conséquences de l'axiome premier. Et quand j'ai relu et relu les livres de Diel, on se rend compte qu'on ne prend que que les, que les phrases clés, si je puis dire, au début, et on oublie les conséquences qui s'en déduisent. Je prends comme exemple simplement le fait que la surestime ou sous-estime, survalorisation ou sous-valorisation de soi, pour définir donc la vanité ou la culpabilité exaltée, eh bien, il ne faut pas s'attacher uniquement au côté estime. Il donne ça comme un exemple vis-à-vis s'appliquant à l'estime, mais il donne d'autres exemples concernant la bonté, concernant etc. Et donc, on ne retient que la surestime et la sous-estime de soi. Non, il y a d'autres critères de comparaison qu'on va utiliser. Enfin, il doit être antérieur, l'axiome doit être antérieur dans l'ordre de la démonstration, c'est-à-dire il n'y a rien avant. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Ça va avoir comme conséquence que ça ne peut être qu'une définition. Parce que si c'est pas une définition, eh bien il y a forcément quelque chose avant. Et puis causal, c'est-à-dire que ça explique pourquoi les conclusions sont vraies. Alors, si je reprends la psychologie de la motivation, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne ceci, ça donne le fait que l'existence est le sujet de l'étude. Alors, si l'existence est le sujet de l'étude, eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir sortir du cadre spatio-temporel dans lequel l'existence existe, du cadre dans lequel on est. L'existence est immanente, c'est-à-dire que l'existence est un constat. Donc d'une part c'est le sujet de l'étude, mais c'est également un constat vis-à-vis duquel on est obligé de s'incliner. Ça veut dire que tout ce qui sera défini à partir de cet axiome va avoir comme conséquence l'immanence. Et l'immanence est le fait que la coulpe vitale est immanente, que notre erreur est immanente, que la justice est immanente, etc. Donc, vous voyez l'importance fondamentale de cette immanence qui est une tautologie, puisque l'existence est immanente. J'utilise 3 fois le même terme, existence, le verbe être, et immanente. Donc, Umberto Eco vous dirait que le verbe être, en lui-même, est déjà tout un problème, puisque le verbe être ne peut se définir que
en s'auto-utilisant, ce qui est contraire à une définition. Donc, pour éviter, c'est vraiment une tautologie, on pose sur la table, on ne peut pas faire autrement. L'existence implique une dualité. L'existence ne peut pas, on ne peut pas dire que quelque chose existe si il n'y a pas quelque chose d'autre pour en démontrer la différence. Donc, il y aura forcément deux choses, entre guillemets, qui vont se définir l'une par rapport à l'autre. Et dans ce sens, si l'existence implique la dualité, elle implique le fait que vous avez un tout et deux parties. Eh bien, si vous avez deux parties, chacune des parties est imparfaite dans le sens que il lui manquera son complément. Et s'il lui manque son complément, eh bien, c'est une imperfection. Et dans ce sens, l'imperfection est la coulpe, on va la définir comme étant la coulpe vitale. Vous voyez, là encore, à part le fait que l'existence implique la dualité, on a toujours défini tout avec le verbe être. Enfin, l'excitabilité est la liaison entre le moi et le non-moi. L'être humain, vous-même, vers 3-4 ans, 3 ans et demi, vous allez définir le moi, cet objet est à moi, cette paire de lunettes est la mienne et n'est pas la tienne, donne-le-moi, je te donne, c'est la base même, si vous voulez, de la définition, de la constitution du moi. Et donc, s'il y a un moi, il y a un non-moi, c'est-à-dire le contexte, le monde extérieur. Et l'excitabilité est le lien entre ce monde extérieur et ce monde intérieur. Et enfin, tout ça, ce sont des définitions statiques. Il faut introduire la vie. La vie est d'une part effectivement l'excitabilité, mais plus encore l'évolution qui est la dynamique de l'existence. L'évolution est la dynamique. Vous voyez que ça aussi c'est une sorte de tautologie parce que quelque chose qui évolue, il ne peut pas être statique, c'est forcément dynamique. Ça paraît incroyable de pouvoir condenser l'œuvre de Diel en 6 axiomes, plus encore de condenser non seulement cette œuvre, mais les conséquences de cette œuvre, c'est-à-dire tout le travail que Janine Solotareff a fait et que je suis en train de faire. Donc ça se perpétue déjà sur 3 générations, si je puis dire. Et donc ça vous montre que, alors bien sûr, Diel n'a pas formulé sa théorie sous cette forme-là, hein, mais le fait que je puisse le faire aujourd'hui sous cette forme montre que c'était en potentialité dans ce qu'il avait écrit. Alors, à partir de là, on va pouvoir développer toute la psychologie avec les définitions, les théorèmes, et on va retrouver toutes les notions qui ont été développées, et ça donne une assise totale sur la pensée de Diel. Alors là, je vous préviens que ce que je vais faire maintenant, c'est réservé à des gens qui connaissent les mathématiques. Jusqu'à présent, vous voyez que je ne les ai pas utilisées, mais puisque on peut
on parle de psychologie mathématique, eh bien on va en démontrer l'existence en utilisant une formulation mathématique de ces mêmes 6 axiomes. Alors la première chose, c'est qu'on cherche X. On cherche X, c'est-à-dire on cherche l'inconnu. L'existence est le sujet de l'étude. Qu'est-ce que X? Je cherche à comprendre ce qu'est la vie, je cherche à comprendre qui je suis, je cherche à comprendre ce que je fais dans la vie. Le deuxième aspect, c'est que X est égal à X, c'est une tautologie, c'est l'existence est immanente. C'est vraiment X est égal à X, c'est l'immanence qu'on peut résumer sous cette forme-là. Le troisième aspect, c'est le fait que l'existence implique la dualité. C'est-à-dire que X, c'est X plus Y moins Y. Vous êtes d'accord que si j'ajoute Y et que je retranche Y, quel que soit Y, j'aurai toujours la même quantité X. Ça n'a de sens que si X plus Y est une entité qui, en elle-même, existe et a un sens. Plus ou moins, peu importe, c'est-à-dire vous pouvez enlever l'être humain sans monde extérieur ne pourra pas vivre. Si vous lui enlevez toute nourriture, si Y représente la nourriture, eh bien il ne pourra pas exister sans nourriture. Donc X plus l'être humain plus la nourriture existe, mais si vous prenez de la nourriture, vous enlevez cette nourriture au monde extérieur, donc c'est le moins Y. Si vous... bon. D'autre part, X est différent de X plus Y, c'est-à-dire que l'imperfection, quatrièmement, oui, X est forcément différent de X plus Y, c'est-à-dire que si on isole l'être humain, eh bien, il est imparfait, comme je vous ai dit, et s'il est imparfait, ça veut dire que cette imperfection, on l'appelle la culpe vitale. Alors maintenant, cinquièmement, l'excitabilité, c'est quoi? C'est la liaison entre le moi et le non-moi. Une liaison en mathématiques, c'est dans un ensemble E, s'il existe un ensemble qui est constitué du moi et du non-moi, c'est-à-dire d'un être humain dans un environnement, il existe une relation entre ces deux éléments, une relation avec un élément neutre, c'est-à-dire il ne se passera rien. Je sais que je peux définir que par moment il ne se passe rien quand il y a une harmonie totale d'un être humain dans son contexte, et avec une relation. Là j'ai pris la relation plus, ça peut être n'importe quel type de relation, et c'est la relation qui est l'excitabilité, qui traduit le fait qu'on parle d'une excitabilité, d'une relation entre les deux éléments. Et enfin, la dernière qui est très importante, c'est que l'évolution et la dynamique de l'existence, eh bien, la dynamique, ça veut dire qu'on peut étudier de façon infinitésimale une variation entre les deux éléments, le monde intérieur et le monde extérieur, c'est-à-dire une différentielle de x par rapport au temps. On introduit, si vous voulez, ce calcul différentiel qui va permettre d'éliminer toutes les constantes, c'est-à-dire qui va permettre d'éliminer le contexte, toutes les données extérieures, futiles extérieures, et se concentrer sur la loi elle-même, sur l'essence même de la loi, de la relation entre les éléments. Et c'est ça le calcul différentiel qui va permettre de trouver,
monter au niveau d'abstraction d'un cran. Donc on va monter d'un cran en ayant supprimé toutes les constantes, toutes les données du contexte extérieur, et on va résoudre le problème. En le résolvant, la solution sera une équation différentielle qu'il va falloir intégrer pour l'appliquer, pour la reconcrétiser. Donc, puisqu'on est passé sur un niveau d'abstraction, on va reconcrétiser au niveau d'une intégration où là, on est obligé de prendre en compte les conditions initiales. Les conditions initiales, ce sont les conditions du contexte dans lequel on vit. Et c'est pas parce qu'on a des lois en psychologie que ces lois peuvent s'appliquer de façon abstraite et sans prendre en compte les conditions initiales dans lesquelles nous vivons. Et c'est ça qui va fantastiquement, si vous voulez, permettre d'une part de trouver des lois communes à tous les êtres humains et à la fois de singulariser, parce que chaque être humain est une intégration, chaque être humain va concrétiser, si vous voulez, sa vie en fonction du contexte, du lieu, de l'heure, des conditions extérieures, etc., dans lesquelles il vit. Donc, à la fois, on aura une généralisation et une application particulière, différenciée de chaque être humain. Chaque être humain est différent d'un autre être humain, et pourtant, ils ont tous en commun, ils répondent tous aux mêmes lois. Vous voyez et c'est grâce à cette formulation mathématique qui va me dire que le postulat numéro 5, on pourrait en fait le mettre presque en premier, puisqu'il doit exister deux choses et une relation entre ces deux choses, à savoir l'excitabilité. Donc, parce que sinon je ne pourrais pas introduire le X et le Y. Pour introduire le X et le Y, ben, ce sont des éléments d'un ensemble que j'étudie, et l'ensemble, je ne vais pas pouvoir sortir de cet ensemble, je ne vais pas pouvoir sortir de l'espace-temps dans lequel je suis. Donc grâce aux mathématiques, je vais pouvoir réorganiser l'ensemble de mes axiomes, si je peux dire, en mettant le 5 en premier, et puis après dérouler le reste. Et vous voyez à quel point les mathématiques me permettent d'améliorer, si vous voulez, la conséquence. Mais ce que je voulais faire en le mettant dans cet ordre et en vous montrant que le côté intuitif vient ainsi, parce que le raisonnement à partir, l'existence est le sujet, je pars du sujet de l'étude, je dis que c'est immanent, l'immanence fait que, eh bien, si l'existence implique la dualité, parce que on ne peut la voir que par opposition à quelque chose d'autre, hein, et que si on enlève donc des deux parties, si on en enlève une seule, on enlève une partie, l'autre devient imparfaite, devient incomplète, hein, ce qu'on appelle la coulpe vitale, et l'excitabilité, c'est la relation entre ces deux parties, et c'est cette relation entre les deux parties, c'est la liaison entre le moi et le non-moi, le fait que nous vivons de façon, dans ce monde extérieur, on en tient compte. Pour, à partir de là, commencer à construire des lois, eh bien, il faut accepter qu'il y a une dynamique une dynamique dans cette liaison, et que cette liaison ne peut être que dynamisme, qui est la traduction de la vie, c'est la vie et le dynamisme. Tout est mouvement, mouvement intérieur comme mouvement extérieur, rien n'est statique, hein. Et on va étudier, on va voir les différents états du monde intérieur, satisfait ou insatisfait, comment on passe de l'un à l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, ça va être
les conséquences des différentes lois auxquelles nous sommes soumis, de même que le monde extérieur est soumis aux lois des champs de gravité dans lesquels il évolue. Voilà. Voilà, en espérant que vous avez compris, c'est pas simple, je sais, ça paraît abstrait, il s'agit d'épistémologie, il ne s'agit pas de psychologie, il s'agit plus d'épistémologie, et c'est ça qui est fondamental, mais une épistémologie qui donne les bases et la certitude que ce que je vais développer au point de vue psychologique est clairement fondé. Je vais au-delà de dire que c'est une science, j'en cherche les causes et les racines d'elle-même. Voilà. Ben écoutez, bonne continuation, bonne journée.